l'image que projette cette dame. La symbolique. Ok. Alors, nous sommes à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire. Alors, Monsieur Ndri, quelle est la symbolique de cette cérémonie? Ben, cette cérémonie est la résultante de plusieurs faits. Vous savez, la vieille tradition républicaine française a été mise en œuvre en Côte d'Ivoire dans les années 40. Oui. Après la conférence de Brazzaville, il y a eu les assemblées représentatives qui ont été mises en place dans les colonies et le conseil général a été installé dans ces mêmes lieux, à l'Assemblée nationale, où siège l'Assemblée nationale actuellement. Et donc cette symbolique, c'est d'appeler l'attention du peuple sur le travail que les représentants de ce peuple-là vont faire. Et ce travail se fait dans un temps. Et ce temps, voilà. Ce temps est appelé session. Et donc, il faut ouvrir avec une certaine solennité ce temps de travail parlementaire. Voilà la symbolique principale. D'accord. Alors, avec vous, est-ce qu'on peut revenir sur quelques faits marquants depuis le début de la législature, de la session, en fait, cette session de 2016 à 2020? Il y a eu des faits marquants. Le premier fait marquant, c'est la séance inaugurale de la législature. Cette séance inaugurale a eu lieu le 9 janvier 2017. Elle a été présidée par M. Diawara Mamadou, doyen d'âge des députés, assisté des deux plus jeunes députés. Cette séance avait un but précis, oui, un ordre du jour unique, élection du président de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait. Après l'élection du président de l'Assemblée nationale, le doyen d'âge a cédé le fauteuil au président de l'Assemblée nationale qui a prononcé un bref discours et a clos la séance inaugurale. Donc c'est des éléments importants qui distinguent les séances entre elles. Il y a la séance inaugurale de la législature, la séance solennelle d'ouverture d'une session, la séance de clôture de la session, et ainsi de suite. Et au cours des sessions, il y a des séances. Donc c'est toute une symbolique, c'est tout un rituel qu'il faut respecter. Vous verrez qu'aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui, il n'y aura pas plus de 2 discours. Un discours du président de l'Assemblée nationale et un discours de l'invité spécial. Alors, le 10 janvier 2017, le président de la République s'est servi de la tribune de l'Assemblée nationale. Ah oui, le président de la République était ici. Absolument. Oui. Pour adresser un message au peuple. Ce message-là, c'était la présentation du vice-président de la République au peuple. Ah, c'était la nomination ou la présentation? Enfin, il a présenté et les officiellement. Voilà, oui, officiellement. Et les heures qui ont suivi, le décret a été signé. Il y a eu également, au nombre des points, je dirais des faits marquants, il y a eu l'organisation des séminaires d'orientation des nouveaux députés à Yamoussoukro au mois de février. Durant 6 jours, nous avons échangé avec les nouveaux députés. Nous-mêmes, nous étions consultants ces jours-là, et nous avons échangé avec les députés sur la procédure du travail parlementaire, la diplomatie parlementaire et ainsi de suite. Et par la suite, il y a eu également le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il fallait reconstituer l'Assemblée nationale dans toutes ses composantes. Les groupes parlementaires ont été créés. Le bureau de l'Assemblée nationale a été installé, les commissions permanentes ont été installées, les bureaux des commissions ont été installés, les sections locales des organisations et assemblées parlementaires internationales ont été renouvelées. Donc, autant d'organes qui ont été reconstitués pour permettre à l'Assemblée nationale de fonctionner de façon optimale. Voilà un peu les temps forts que je pourrais citer en ce qui concerne la présente législature. D'accord. Et parlez-nous maintenant de cette collaboration qui doit maintenant exister entre ce qu'on appelle le Sénat et l'Assemblée nationale. Ben, c'est une nouveauté qui paraît quelque peu surprenante pour certains, alors que c'est la chose la plus normale. La constitution du 8 novembre 2016. Il faut dire, hein, le grand public, quand même, je veux dire, selon un sondage effectué récemment, les Ivoiriens ne comprennent pas encore voilà, la fonction et la différence entre les députés et les Sénats et tout. Donc, on vous donne l'occasion de dire dans les moindres détails voilà, la collaboration et la mission essentielle confiée à ces deux entités, si on peut le dire. Voilà. Comme je le disais, la constitution du 8 novembre 2016 a créé une seconde chambre, en plus de cette chambre qui existait déjà à l'Assemblée nationale. C'est ça. Et donc, au lieu d'avoir un seul regard
Sur la législation en Côte d'Ivoire, nous aurons désormais deux regards. Le regard des populations prises dans leur ensemble, parce que vous savez qu'il n'y a pas, en dehors des conditions d'éligibilité qui sont là, il n'y a pas de conditions de diplôme, de conditions de compétences pour être député. Et donc, les populations, les députés ne peuvent être que le reflet de la population ivoirienne. Voilà. Si vous avez un pays où tout le monde est analphabète, les députés ne seront pas des lettrés, ils seront tous des analphabètes. Mais nous avons plusieurs franges dans notre pays. Nous avons la frange des intellectuels, prise dans sa globalité, mais au sein de cette frange d'intellectuels, il y a des juristes, des économistes, des sociologues, des psychologues, et tout cela. Et ces personnes ne sont pas toutes représentées. Il y a aussi ceux qui fabriquent le charbon, les cultivateurs, ainsi de suite. Donc, c'est un véritable melting pot qu'est l'Assemblée nationale. Donc, il y a toutes les populations qui sont représentées. Maintenant, au niveau du Sénat, c'est une représentation technique, spécifique. Il s'agit là des représentants des collectivités territoriales. Vous voyez, la première différence, c'est que le collège électoral n'est pas le même. Ensuite, l'âge pour être député est différent de l'âge pour être sénateur. Pour être député, il faut 23 ans. Pour être sénateur, il faut 35 ans. Oui. Déjà, on pourrait dire que c'est la chambre des seniors. C'est la chambre des seniors. Voilà. Okay. Le plus jeune député peut avoir 23 ans. Ben, le plus jeune sénateur ne peut pas avoir 23 ans. Il faut qu'il ait au moins 35 ans. Donc, le Sénat, c'est la chambre des seniors. Ensuite, c'est la chambre des représentants des collectivités territoriales. Rien de plus. Oui. Et surtout, l'autre différence, il y a des sénateurs des Ivoiriens de l'étranger. Ah oui. Alors qu'il n'y a pas de députés des Ivoiriens de l'étranger. Oui. Voyez-vous? Et donc, c'est une différence importante. Voilà. D'accord. Alors, donc, depuis le 24 mars dernier, les sénateurs ont été élus. Et les résultats définitifs seront connus bientôt. On dit bien définitifs, ça dit qu'il faut que ce soit rendu public. Et par ailleurs, selon les dispositions de la Constitution, le Sénat fera sa rentrée une semaine après celle de l'Assemblée nationale. Mais avant, le président du Sénat sera élu dans quelques jours au cours d'une séance inaugurale qui se tiendra probablement le 5 avril 2018. Et cette date est confirmée ? Ben, je pense qu'il n'y a pas de changement, sauf changement de dernière heure. Oui. Sauf changement de cette dernière heure, cette date-là est maintenue. Cette date est maintenue. Cette séance va ressembler exactement à la séance inaugurale du 9 janvier 2017 en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Valablement délibéré. Voilà, nous allons donner la parole Mesdames et messieurs, au président de l'Assemblée nationale qui s'exprime en ce moment. L'ordre du jour de la présente séance appelle un point unique. Ouverture de la session ordinaire de l'année 2018. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? Pas d'observation. L'ordre du jour est adopté. Mesdames et messieurs les députés, nous nous retrouvons ce jour à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'année 2018 de notre Assemblée. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir plusieurs personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié d'assister à cette cérémonie. Je demande à Monsieur le secrétaire de faire la présentation, de procéder à la présentation de nos invités. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, pour cette séance, nous avons l'honneur, ainsi qu'annoncé par Monsieur le Président, de recevoir un nombre de personnalités de haut rang.
Si vous en convenez, nous allons ensemble les accueillir. Et je voudrais, sous vos ovations, annoncer la présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur Amadou Gon Coulibaly. Monsieur le Premier ministre est présent à la tête d'une forte délégation du gouvernement que je voudrais vous appeler à saluer également. Nous enregistrons également pour cette séance la présence de M. Koné Mamadou, président du Conseil constitutionnel. Est également présent dans cette salle M. Afin Kwasi, président de la Cour suprême. M. Diomandé Kanvali, président de la Cour des comptes, est également des nôtres. Madame Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Merci d'être présente, Madame. Est également présent Monsieur le Premier ministre Aoussou Kouadio Jano, ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions. Également présent pour cette séance, Sa Majesté, le roi Tanoé, président du directoire de la Chambre des rois et chef traditionnel. Monsieur le Président, nous accueillons également Madame Coulibaly Yao, conseillère, représentant Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous n'oublions pas les représentants du corps diplomatique, avec à leur tête le nonce apostolique, M. Joseph Spiteri. Monsieur le Président, pour cette séance solennelle d'ouverture de la session de l'Assemblée nationale, vous avez bien voulu inviter l'Assemblée nationale du Rwanda, qui nous a dépêché une délégation au sommet. Et je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, demander aux honorables députés à toute l'assistance d'accueillir Madame Mukabalisa Donatil, présidente de la Chambre des représentants, de la Chambre des députés du Rwanda. Avec Madame la Présidente de la Chambre des députés du Rwanda est également présent l'honorable Diogène Bitungu Ramier, député à la Chambre des députés du Rwanda. Accueillons également M. Serge Neyaboni Mana, conseiller de Madame la Présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire. Mesdames et Messieurs les députés, chers invités, comme il est de coutume, à l'occasion des cérémonies solennelles d'ouverture de notre session parlementaire, le président de l'institution prononce un discours. Et je voudrais vous prier de bien vouloir me permettre de sacrifier à cette tradition. Madame Makabalisa Donatil, présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République. Monsieur Jano
Kwadju Aoussou, ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du Parlement frères rwandais, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, régionaux, directeurs et chefs de service, élus invités, Mesdames et Messieurs, j'espère qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de vos cellulaires pour m'enregistrer, c'est en direct. Chers collègues députés, nous entamons ce jour, mardi 3 avril 2018, la deuxième session ordinaire de la première législature de la Troisième République. Au moment de prononcer la traditionnelle allocution d'ouverture, je tiens à adresser à nouveau à chacun et à chacune d'entre vous mes salutations les plus cordiales. Une fois encore, nous bénéficions de la solidarité et du soutien de personnalités distinguées. Aussi, voudrais-je vous inviter à vous joindre à moi pour remercier particulièrement Monsieur le Premier ministre Amadougon Coulibaly, chers frères, nous n'ignorons pas les lourdes charges qui sont les vôtres à la tête du gouvernement. Nous apprécions à sa juste valeur votre présence ici, vous et les membres du gouvernement qui vous accompagnent. Monsieur le Premier ministre, vous revenez d'une importante mission pour notre pays, la Côte d'Ivoire, où vous avez pu mobiliser plus de 1115 milliards pour les caisses de l'État. Connaissant votre générosité, j'imagine que l'Assemblée nationale sera parmi les heureux élus. Merci, Monsieur le Premier ministre, et félicitations. J'associe à ces remerciements Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique, toutes les personnalités administratives, et pour finir, les chefs traditionnels, à qui je renouvelle tout mon attachement. Chers invités, recevez ici notre profonde gratitude pour cette marque de considération à l'endroit de la représentation nationale. Je me tourne maintenant vers notre invitée spéciale, Madame Donatille Mukabalisa, présidente de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda, qui a bien voulu nous marquer son amitié et sa solidarité en rehaussant de sa présence cette cérémonie. Madame la Présidente, au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je vous souhaite la bienvenue à Kwaba. À travers vous, c'est tout le peuple rwandais et particulièrement l'ensemble de ses parlementaires que je salue ici. De même, je vous prierai de transmettre les chaleureuses salutations du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, à son homologue et très cher frère,
Son Excellence le Président Paul Kagame. La Côte d'Ivoire et le Rwanda ont tant de choses à partager et il est de notre devoir, en tant que députés, d'œuvrer au rapprochement de nos deux peuples et de nos deux institutions. Madame la Présidente, le Rwanda, assurément, est un cas d'école pour l'Afrique. En effet, comment ne pas être admiratif de ce peuple qui a su trouver, dans une des pires tragédies de notre temps, l'énergie et la pugnacité pour rebondir. Comment ne pas s'enrichir de votre expérience en matière de justice transitionnelle qui a permis de passer rapidement de la haine au pardon, en acceptant d'octroyer l'absolution des crimes contre le repentir et la contrition de leurs auteurs. Les juridictions transitionnelles rwandaises ont prouvé, par cette originalité bien africaine, leur pertinence et leur efficacité. Par ailleurs, le monde entier, et nous avec, est émerveillé par les progrès spectaculaires réalisés par votre pays en matière de promotion du genre, avec plus de 64% de femmes élues au Parlement. Là où nous sommes encore, en ce qui nous concerne, Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à environ 10%. Et nous n'en sommes pas fiers forcément. Nous nous impatientons donc de nous abreuver à la source de votre expérience. Mais auparavant, mesdames et messieurs, chers invités, laissez-moi vous faire remarquer que notre session s'ouvre cette année avec un changement majeur. En effet, pour la première fois depuis 1960, la Côte d'Ivoire expérimentera une pratique parlementaire bicamérale, Assemblée nationale et Sénat, avec pour objectif de renforcer la pratique normative et d'ancrer la démocratie dans notre pays. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer et de féliciter tous ces citoyens nouvellement élus sénateurs et de demander aux députés de leur réserver le plus bel accueil. Chers collègues, pour ce qui nous concerne, nous reprendrons dans quelques jours le cours de nos activités régaliennes de délibération sur les textes de loi qui seront présentés à notre Assemblée. Je signale déjà qu'une vingtaine de projets déposés sur la table du bureau de l'Assemblée nationale et dont l'ordre d'examen fera l'objet d'un calendrier qui vous sera soumis incessamment pour adoption. Je vous encourage à vous mettre à la tâche avec la plus grande ardeur, comme cela a toujours été le cas. Mesdames et messieurs, après ces quelques mots d'exorde, je vous invite à un exercice qui me semble d'intérêt, celui de dresser brièvement le bilan de l'année écoulée en ce qui concerne la thématique sous laquelle nous l'avions placée qui, vous vous en souviendrez, était le pardon et la réconciliation. Faut-il le rappeler? L'année dernière, nous avions un thème auquel nous avons essayé pendant toute une année de sensibiliser nos concitoyens. Hélas, certains de nos compatriotes y ont vu un appel opportuniste, nourri d'arrière-pensées politiciennes. D'autres nous ont habillés du manteau de donneurs de leçons et tourné en dérision certaines de nos actions allant dans le sens de la promotion du pardon et de la réconciliation. Chers collègues, notre initiative, rassurez-vous, n'avait nullement la prétention de solder un contentieux vieux de plusieurs décennies. Seulement, l'histoire nous enseigne qu'il n'y a d'issue que dans l'abnégation et la persévérance. Je vous affirme donc ma volonté immarcessible
de continuer ce combat pour le pardon et la réconciliation. Voie qui nous conduira à la construction d'une véritable nation ivoirienne. Nation, le mot est lâché. Qu'est-ce que la nation? Un concept, une idée, un idéal même pour certains. Souvent galvaudée, incomprise, récupérée au fil du temps, la notion de nation est surtout mouvante selon les civilisations qui l'ont empruntée et qui l'empruntent encore aujourd'hui. La nation, si l'on s'en tient à sa racine latine, dérivée du mot nascere, qui veut dire naître, de ce point de vue, elle serait donc le lieu où nous sommes nés, la terre de nos ancêtres, de nos parents, et dès lors, nous la recevrions comme un héritage. Cette notion de nation, qui dans la plupart des pays occidentaux ou asiatiques notamment, a au fil des siècles évolué, prenant tour à tour une teinte plus politique, juridique, géographique ou même culturelle. Bref, la nation est une entité en perpétuelle construction. Contrairement à bien d'idées reçues ou de préjugés, l'Afrique, elle aussi, a toujours été dans cette construction perpétuelle de nation, et ce, bien avant la colonisation. Certes, le terme employé alors était-il évidemment bien différent, mais nos peuples, royaumes, ont toujours su s'organiser, organiser leur pouvoir, leurs frontières, leurs relations entre eux. En un mot, leur vouloir vivre collectif. Une démarche, hélas interrompue par la colonisation qui, en s'achevant, a laissé aux pères fondateurs de nouveaux États et à leurs successeurs la tâche bien difficile de créer des nations à l'intérieur de ces frontières imposées, tracées arbitrairement et superficiellement. Aujourd'hui, 50 ans après, le défi a-t-il été relevé? La persistance des divisions dans de grandes régions d'Afrique, la déstabilisation de grands pays par le terrorisme au Sahel, ou encore l'exode de nombre de nos jeunes vers des nations plus prospères au-delà de la Méditerranée rendent le constat bien amer. La construction de la nation à l'intérieur de nos États postcoloniaux reste une œuvre à accomplir. Alors, chers collègues, il nous faut prendre la relève, continuer ce chantier perpétuel. Dans un monde qui aujourd'hui balance entre mondialisation exaltée et réaffirmation farouche de souveraineté nationale, l'Afrique doit faire entendre sa différence, son originalité, si elle veut compter. En effet, quel est l'avenir que notre génération veut offrir aux générations à venir? Une Afrique plus intégrée, bâtie sur des fondations qui seront des nations fortes, unies, ou des nations faibles, et une Afrique toujours aussi désintégrée, balkanisée. Voilà, à mon sens, la vraie problématique qui doit requérir toute notre attention, toute notre énergie aujourd'hui. Bâtir une nation dans des États blessés, fragilisés comme les nôtres, ne peut revêtir un sens que si nous sommes habités par le même rêve, portés par la même ambition. Et c'est là que le pardon et la réconciliation dont je parlais tantôt, chers collègues, prennent tout leur sens. En effet, comment pourrons-nous, nous Ivoiriens, participer à ces desseins au niveau régional et au niveau continental? Comment pourrons-nous contribuer à cette construction africaine, à l'image de d'autres pays très en avance sur le sujet? Comment pourrons-nous participer à cette compétition de plus en plus accrue entre les continents si nous ne sommes pas déjà réconciliés entre nous-mêmes? Si nombre d'entre nous, Ivoiriens, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, n'acceptent toujours pas
de se pardonner, de se réconcilier et de vivre ensemble. Pour moi, la nation ne saurait se résumer uniquement à la somme des individus ou groupes vivant sur un territoire hérité de la colonisation. La nation a vocation à intégrer les communautés nationales et immigrées, les ethnies, les peuples, les cultures et les religions. La nation est le produit d'un travail politique intense, visant à construire ou renforcer une identité collective unifiée. Sa réussite suppose des cœurs apaisés, des esprits réconciliés, une culture du pardon, mais aussi un leadership éclairé, avec des élites politiques soucieuses du long terme, c'est-à-dire conscientes de ce que les générations présentes doivent toujours agir dans le sens de la préservation des intérêts des générations à venir. Alors, je vous vois m'opposer que la classe politique elle-même doit en donner l'exemple. Honorables députés, chers invités, à ce propos, parlons-nous franchement. L'effervescence et les surenchères verbales qui animent actuellement notre scène politique ne sont pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Loin de moi l'idée, du haut de cette tribune, de me lancer dans un débat amphigourique et partisan et d'ajouter ma voix à ce chapelet de petites phrases. Mais il me semble que nous devons tous être interpellés quand la tranquillité du pays peut s'en trouver affectée. À ce propos, la question de la création d'un parti unifié de la mouvance présidentielle fait partie du jeu politique. Tant que les désaccords à ce sujet s'expriment dans la courtoisie, tout ceci peut être considéré comme une joyeuse aventure et même une preuve de la vitalité de notre démocratie. Mais quand les débats tournent à la crispation, voire à l'hostilité, cela réveille de vieilles peurs enfouies. C'est pourquoi, c'est mon avis personnel, il convient de laisser la place au dialogue. Le dialogue, rien que le dialogue. Le dialogue, pour ma part, dans cette circonstance, doit demeurer le maître mot. Le parti unifié, je l'espère, aura à se construire inclusivement. Laissons donc le temps aplanir les différends. Chers collègues, toute théorie scientifique n'est science qu'à la lumière des critères d'universalité, de la critique et de la réfutabilité. Alors, si ma posture est réfutable, on pourrait la mettre généreusement sur le compte de l'innocence et de la naïveté, peut-être même de l'exubérance juvénile. Honorables députés, nous autres, hommes politiques, avons avant tout vocation à créer les conditions de la coexistence pacifique. Cette année, les discours, mais surtout les actes en faveur du pardon et de la réconciliation doivent donc être au cœur de notre action. Que chacun enfin s'y mette, au-delà des postures et des tactiques purement politiciennes. Je m'engage pour ma part à y consacrer mon énergie. Cette nation ivoirienne, sans égoïsme, sans discrimination, sans haine et rancœur, cette nation ivoirienne pleine d'humanité, de solidarité, de fraternité, elle est en nous, en chacun de nous. Cette nation ivoirienne, c'est notre projet à nous tous. Mais souvenez-vous, je l'ai dit, c'est un projet perpétuel. Un projet que nous devons de servir avec dévouement pour nous, mais surtout pour nos enfants et pour tous ceux qui, après, auront, je l'espère, l'immense fierté de le poursuivre. Je vous en conjure, chers collègues, œuvrons ensemble pour la paix, le pardon, la réconciliation par le dialogue. Je vous remercie. Nous venons d'écouter le président de
l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, qui a dit son discours solennel à l'occasion donc de cette session. Je pense qu'on va encore l'écouter. Je pense qu'il va continuer son intervention. Chers collègues, ok, on l'écoute. Ainsi que prescrit par la nouvelle constitution en vigueur, depuis le 8 novembre 2016, l'Assemblée nationale se réunit désormais en une session ordinaire unique qui s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Mesdames et messieurs les députés, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa 2 de la Constitution, je déclare ouverte la session ordinaire de l'année 2018. Voilà donc ouverte cette session. Merci, mesdames et messieurs, chers collègues députés, chers invités. Je vous annonçais à l'entame de notre séance la présence de la délégation de l'Assemblée nationale du Rwanda, conduite par Mme Mukabalisa Donatil, présidente de la dite Assemblée. Elle a un message à nous livrer. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent l'inviter à la tribune pour prononcer son allocution. Voilà, en entendant donc d'écouter Madame la Présidente, c'est pas de l'Assemblée nationale du Rwanda, c'est la Chambre des députés du Rwanda. Alors il y a une différence, ouais. Il y a une différence. Ce n'est pas forcément l'appellation Assemblée nationale est française. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire également. Et donc la Chambre des députés. Vous avez la Chambre des députés au niveau des pays anglophones. Oui. Le Rwanda étant francophone a bien voulu prendre l'appellation Chambre des députés plutôt que Assemblée nationale. Voilà, nous allons l'écouter. L'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, honorables ministres, honorables membres de l'Assemblée nationale, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord d'exprimer mes sincères remerciements à Son Excellence, M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, pour l'invitation qui nous a été adressée pour participer à la séance solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'année 2018 et pour l'honneur que vous m'avez accordé d'adresser cette session plénière de l'Assemblée nationale. Permettez-moi de vous adresser aussi notre profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire qui nous a été réservé depuis que nous sommes dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous apprécions hautement les efforts déployés pour que cette visite soit tant utile qu'agréable. Soyez-en remerciés, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au nom de la Chambre des députés et de ma délégation, je voudrais aussi transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda et président en exercice de l'Union africaine, à son homologue, Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à vous-même, honorables parlementaires, ainsi qu'au peuple de votre pays, pays frères et amis. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de nos excellentes relations bilatérales déjà existantes, aussi bien au niveau de nos deux pays qu'au niveau de nos deux parlements. Nous nous réjouissons également des liens qui unissent les pays africains en général, mais surtout de notre objectif commun de solidifier tout ce que nous construisons ensemble au quotidien, basé sur une coopération sud-sud, le respect et l'appui mutuel. En effet, Excellence, Monsieur le Président, honorables membres de l'Assemblée nationale,
il tient à nous, en tant que peuple africain, de sauvegarder notre dignité, de renforcer notre solidarité basée sur l'ambition commune de notre histoire partagée pour faire avancer notre continent et le peuple africain que nous représentons. Notre union devrait être considérée par les États africains comme une opportunité d'établir des partenariats pour une prospérité partagée. Ceci nous amène à regarder ensemble ce que nous pouvons faire entre nous pour un développement durable. Le continent africain, qui regorge de richesses énormes, devrait devenir autosuffisant et réduire la dépendance aux bailleurs par le biais d'efforts d'amélioration du climat d'investissement et passer ainsi d'une situation de revenus issus des dons à des revenus issus d'investissements avec des retombées telles que la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. En effet, les richesses africaines devraient être utilisées de façon efficiente et effective pour résoudre les problèmes auxquels font face nos citoyens, nous aider à investir principalement dans les infrastructures, l'industrie, l'éducation de nos enfants, la santé de notre population et les services pour donner ainsi un vrai coup de pouce au développement durable. Ici, nous nous félicitons de la décision historique qui prouve la dignité et la solidarité africaine, celle de signer le traité sur la zone de libre-échange continentale, l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali au mois de mars dernier, ainsi que les autres conventions. Nous nous réjouissons de ce pas gigantesque, franchi vers l'intégration économique et commerciale du continent, où 44 pays africains ont apposé leur signature sur cet accord de libre-échange continental. Nous, parlementaires africains, dans nos parlements respectifs, avons le devoir d'en faire la ratification dans les délais impartis, mais aussi et surtout de faire la sensibilisation et la mobilisation du secteur privé pour qu'ils investissent à fond. Nous avons ce devoir de soutenir cette grande étape et signe de changement vers l'intégration économique en tant que représentants de la population. La mise en œuvre de cette réforme nous demande de conjuguer nos efforts en tant que peuple africain pour réaliser cet agenda politique et économique d'une grande importance pour le développement et la stabilité de l'ensemble de notre continent. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Parlement de l'Assemblée nationale, une opportunité comme celle-ci est toujours une occasion pour échanger les expériences et expertises respectives. Permettez-moi, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, d'échanger avec vous un peu de l'expérience de mon pays en ce qui concerne le développement et la transformation socio-économique au cours de ces dernières 24 années après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Comme vous le savez tous, notre pays a connu une horrible histoire, très douloureuse, caractérisée par la mauvaise gouvernance, des régimes politiques divisionnistes, qui avaient institutionnalisé l'exclusion et les haines. Ce qui a culminé au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce génocide qui a emporté plus d'1 million de vies humaines en seulement 100 jours, a laissé le pays complètement détruit, une population traumatisée, les rescapés du génocide ayant des blessures physiques et psychologiques, la majorité étant des orphelins et des veuves, qui avaient été d'ailleurs doublement touchés par le génocide, d'une part parce qu'elles étaient Tutsis, et d'autre part parce qu'elles étaient femmes, avec toutes les atrocités qu'elles ont subies, que je ne pourrais pas citer ici. Je dois dire ici que les causes originelles de ce génocide vont même bien au-delà du Rwanda. Après ce génocide,
le peuple rwandais a fait le choix du chemin de la réconciliation et de l'unité, et non pas celui de la vengeance qui ne pouvait pas résoudre les problèmes que nous avions, mais plutôt pouvait en créer d'autres. Nous avons choisi de rester ensemble, unis, pour essayer de refermer les plaies du génocide et mettre fin à la haine et aux divisions, rétablir la paix et la sécurité. Il fallait absolument vivre, puisque nous n'avions pas d'autre choix. Et travailler ensemble pour avancer et construire l'avenir en étant optimistes, prendre la responsabilité de nous assumer nous-mêmes, être un grand pays idéologiquement et avoir de grandes idées et ouvrir des horizons. Ces choix nous ont évité le scénario d'un État en faillite. Mais ce chemin était très épineux et délicat et demandait de faire des sacrifices énormes par les dirigeants et la population tout entière. En effet, il était impensable de demander aux victimes du génocide de pardonner et vivre au jour le jour, côte à côte, et travailler ensemble avec ceux qui ont exterminé les leurs. Tout était urgent et prioritaire. Il a fallu recoller difficilement les morceaux ici et là. Mais nous avons pu réussir en tant que nation et nous avons mis de côté ce qui pouvait nous diviser ou nous séparer pour privilégier ce qui nous unissait. Et ce qui nous unissait, c'est le fait d'être rwandais. Dans le cadre de la reconstruction de notre pays, après la période d'urgence et à l'issue des différentes consultations, nous avons dû non seulement initier des réformes politiques et administratives en mettant sur pied des mécanismes et des actions concrètes qui garantissent, instituent l'inclusion, la transparence et la lutte contre la corruption dans la gestion des affaires publiques, mais aussi et surtout, nous avons engagé de profondes réformes économiques qui garantissent un environnement d'affaires attrayant et propice. Nous avons aussi investi dans les infrastructures, la technologie, le secteur des services, le tourisme, et étant donné que notre pays a l'objectif d'avoir une économie basée sur les connaissances, nous avons beaucoup investi dans le capital humain par l'éducation. Et nous sommes convaincus que, pour sûr, nous avons beaucoup à apprendre de vous et à échanger dans différents domaines tels que le commerce, l'investissement, l'industrie textile, l'agribusiness, les services bancaires et d'assurance, l'éducation, la santé, le tourisme et le transport aérien, pour ne citer que cela. Si notre pays est bien coté par les différentes institutions internationales dans différents secteurs, c'est parce que nous avons des Rwandais, surtout des jeunes et des femmes rwandais, qui se sont pardonnés entre eux et qui ont pris le destin de leur pays en main dans le sens du travail dur pour chercher ensemble des solutions nous affectant en tant que nation, mais surtout à cause du leadership exceptionnel que nous avons, à la tête son Excellence M. Paul Kagame, qui centre tout sur les citoyens pour leur prospérité, afin qu'ils puissent vivre dans les meilleures conditions possibles. Des fois, je me dis que si cela était possible dans notre pays, avec tout ce que nous avons connu, je pense que c'est possible ailleurs. Et c'est facile aussi pour l'Afrique. Nous avons revalorisé notre culture et nos traditions pour y puiser et trouver des solutions propres et adaptées aux problèmes qui sont les nôtres. C'est ainsi que les Rwandais, se basant sur leurs valeurs, mettent en place des mécanismes de solutions endogènes en vue d'aborder des questions qui les concernent dans le but du développement national, de la promotion de la culture et de la restauration de notre dignité. Nous avons plusieurs exemples des solutions que nous avons pu puiser dans notre culture et qui ont contribué grandement au développement socio-économique de notre pays. Nous avons les juridictions Gacaca, les juridictions qui ont contribué
au processus de réconciliation, à connaître la vérité, comme Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée l'a dit. Nous avons ce qu'on appelle le comité des conciliateurs qui essaie de s'occuper des différends entre la population pour désengorger le système justice classique. Et ça c'est ancré dans notre culture. Nous avons chaque année ce que nous appelons le dialogue national Mouchitirano, qui est présidé par Son Excellence, le président de la République lui-même, et auquel participent tous les dirigeants du pays et qui donne accès à tous les citoyens, qu'ils soient au Rwanda et qu'ils soient à l'extérieur du Rwanda, et qui donnent librement leurs idées et qui proposent des solutions pour des choses qui pourraient être améliorées. Et nous avons chaque année la retraite des dirigeants, de tous les dirigeants de notre pays. Et c'est une occasion que nous avons pour nous examiner, voir ce que nous faisons bien pour le renforcer et voir ce que nous ne faisons pas comme il faut pour trouver des solutions. Et nous nous fixons des objectifs que nous devons atteindre et on s'examine chaque année pour voir si les objectifs qu'on s'est fixés ont été atteints. Nous avons les travaux communautaires de chaque dernier samedi du mois où tous les citoyens du Rwanda, même ceux qui ne sont pas rwandais, participent indépendamment de leur position, à partir du président de la République jusqu'à plus bas, toute la population y participe. Et c'est une occasion de pouvoir se rencontrer. Et ça a contribué grandement à la cohésion nationale et à l'unité et à la réconciliation entre les Rwandais, parce que non pas seulement nous faisons des travaux qui contribuent grandement au budget de l'État, parce que les travaux que nous faisons pendant ces travaux, à part le nettoyage, qui fait que nous sommes, Kigali est maintenant classée la première ville en Afrique à être propre, nous faisons aussi d'autres travaux, la construction des routes, la construction des écoles, la lutte contre les érosions, plantation des arbres, de la forêt, des arbres pour préserver l'environnement. Et beaucoup de choses. Nous construisons des maisons pour la population la plus nécessiteuse. Et tout cet argent qui devrait servir à faire ces travaux est préservé parce que la population fait ça lui-même. Et après, ces travaux communautaires qu'on appelle Umuganda dans notre langue, il y a une réunion qui regroupe tous ceux qui ont participé. C'est une occasion pour faire la mobilisation sur les différents programmes de l'État. Et c'est une occasion pour la population locale de pouvoir discuter sur les problèmes qui les concernent et d'essayer d'y trouver des solutions. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous partager, mais le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'aller plus loin. Donc, je voulais dire que ça, c'est l'une des solutions que nous avons trouvées pour restaurer notre dignité et travailler ensemble. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, honorables membres de l'Assemblée nationale, l'autre aspect important que nous avons tenu en considération est le respect des principes d'égalité entre les hommes et les femmes, la promotion et le renforcement de la capacité de la femme, qui constitue une condition préalable pour le développement durable. Dans notre pays, comme partout ailleurs en Afrique et dans le monde entier d'ailleurs, les femmes ont toujours été privées de leurs droits et des différentes opportunités. Et les régimes dictatoriaux et discriminatoires qui ont endeuillé notre pays ont fait des discriminations aussi envers les femmes, tant au niveau institutionnel que légal, qu'à celui de la culture et des usages. Mais historiquement, durant la guerre de libération de mon pays, les femmes ont joué un rôle considérable en combattant aux côtés de leurs frères. Après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, les femmes ont contribué de façon significative dans le processus de reconstruction de notre pays, qui était complètement détruit, et elles ont pris le devant dans les différentes initiatives
sur le plan politique, économique et dans le processus de réconciliation nationale. Ils ont donc démontré leur capacité au même titre que leurs frères. Comme ils constituent la majorité de la population, ils sont 52%, notre pays ne pouvait pas prétendre se développer en laissant toutes ses forces derrière. C'est dans ce cadre que notre pays a mis en place les mécanismes garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. La Constitution de la République du Rwanda de 2003, révisée en 2015, est la pierre angulaire du cadre juridique et politique qui garantit l'égalité entre les femmes et les hommes. La dite Constitution comporte des dispositions sur les principes d'égalité entre hommes et femmes et l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et construire également une plateforme très solide pour l'intégration de la dimension genre dans le processus législatif. Elle garantit au moins 30% aux femmes dans les postes et les instances de prise de décision. Actuellement, les femmes, comme l'a dit Monsieur le Président, nous sommes 64%, ce qui fait que nous sommes le premier Parlement au monde à avoir le plus grand nombre de femmes. Au Sénat, elles sont 38,5%. Au gouvernement, elles sont 40%. Au judiciaire, elles sont 40%. Dans les conseils de district, 45,2%. Pour ne citer que ces quelques exemples. Un autre facteur clé pour illustrer le progrès réalisé en matière du genre et de la promotion de la femme est l'institution de ce que l'on appelle le Gender Machinery, composé de 4 institutions qui se complètent et qui travaillent en étroite collaboration, que sont le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, qui définit et coordonne les politiques en matière du genre et de la famille, le Forum des femmes rwandaises parlementaires, qui a un rôle de plaidoyer pour l'intégration et la prise en compte de l'élément genre dans la mission du Parlement, de voter les lois et le contrôle de l'action gouvernementale, le Gender Monitoring Office, qui contrôle le respect du genre dans les institutions publiques et privées, et le Conseil national des femmes, qui joue le rôle de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation. Quand j'ai parlé du Forum des femmes rwandaises parlementaires, et je voulais vous informer que il a été créé en 1996 par 12 femmes qui étaient au Parlement à ce moment-là. Mais vu que nous ne pouvions pas travailler ensemble sans le partenariat de nos frères, en 2008, le Forum des femmes rwandaises parlementaires a ouvert la porte aux hommes parlementaires. C'est ainsi que maintenant, presque tous les parlementaires hommes sont membres du Forum des femmes rwandaises parlementaires. Mais c'est ce qui explique notre réussite parce qu'on travaille en partenariat très étroit. La représentation des femmes dans les instances de prise de décision a eu une influence très positive dans la mise en place des politiques, le vote des lois qui tiennent en considération le concept genre et la mise en œuvre des différents programmes sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et la promotion et le renforcement de la capacité de la femme et de la jeune fille. Des lois qui ont été votées qui garantissent les mêmes droits aux femmes et aux hommes en matière de succession, en matière du patrimoine de la famille, en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, etc., ont eu un impact très positif sur la transformation socio-économique de notre pays. En effet, quand les femmes et les jeunes filles jouissent des droits qu'elles méritent, d'ailleurs, ça leur permet d'utiliser leur potentiel au profit de leur famille et du coup, ça a un impact positif sur la croissance économique de notre pays. Par ailleurs, nous avons mis en place des mécanismes d'intégration de la dimension genre dans le processus de planification et de budgétisation. La budgétisation genre a été institutionnalisée par la loi organique des finances de l'État en 2013, rendant ainsi obligatoire l'intégration de la dimension genre dans le processus budgétaire et de son exécution dans toutes les entités publiques.
Cet aspect doit être observé lors de l'élaboration du projet du budget soumis au Parlement et celui-ci en tient minutieusement compte lors de l'examen et l'adoption du budget national. Il est important de noter que le programme de l'égalité du genre ne peut réussir que grâce à la volonté politique du leadership national qui apprécie le bien fondé de l'égalité des hommes et des femmes et leur capacité dans l'exercice de leur potentiel. L'égalité entre l'homme et la femme n'est pas une question de faveur, mais bien de droit. Et cette question de droits égaux ne devrait pas être une préoccupation des femmes seulement, mais bien une préoccupation de chacun et de tous. C'est pourquoi les dirigeants de haut niveau que nous sommes, et ayant une grande influence sur la population, nous avons le devoir d'agir. Je tiens à saisir ce moment pour exprimer ma gratitude à mon président, Son Excellence Paul Kagame, pour sa politique et sa gouvernance inclusive, ne laissant personne derrière et permettant à chaque Rwandais et à chaque Rwandaise de maximiser ses potentiels. Comme il l'a dit, je cite, « La réalité est que la société qui découvre le potentiel caché de la femme, tant en matière socio-économique, culturelle que politique, finit par prospérer. Celle qui ignore le génie, la force et le savoir-faire de la femme reste à la merci de la pauvreté. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres de l'Assemblée nationale, bien que nous sommes désormais loin par rapport à notre passé douloureux et que les résultats que nous enregistrons sont encourageants, nous n'avons pas encore atteint le niveau escompté. Nous avons encore un long chemin à parcourir et espérons que la collaboration, la coopération et le partenariat avec les pays amis nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Avant de clôturer, je vous adresse mes chaleureuses félicitations après les élections de l'une des deux chambres du Parlement, de votre Parlement, le Sénat. Et le peuple ivoirien a encore une fois exprimé son choix au cours des élections libres et transparentes et démocratiques. Et c'est une victoire pour la démocratisation en Côte d'Ivoire et félicitations aux sénateurs élus. Vive l'amitié, l'unité et la coopération entre pays africains. Vive l'amitié et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Je vous remercie de votre attention. Il a commencé sa carrière politique en 91. Elle a commencé sa carrière politique en 91 et puis elle est actuellement la présidente du Parlement rwandais. Merci, mesdames et messieurs les députés. Je voudrais très sincèrement remercier Madame la Présidente et les membres de sa délégation pour leur présence effective. J'insiste sur ces remerciements pour les mots qui ont été prononcés, aimables à l'endroit du peuple ivoirien. Madame la Présidente, encore merci d'être présente ici. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, au titre des communications générales, je voudrais vous informer que la conférence des présidents sera incessamment convoquée en vue de l'établissement de l'ordre du jour de travail de l'Assemblée nationale. Je voudrais par conséquent prier les membres de cette instance de prendre toutes les dispositions pour effectivement y participer. La date vous sera indiquée. Chers invités, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, nous venons d'épuiser l'ordre du jour de la présente séance. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu massivement présent à notre invitation à prendre part à ce moment solennel qui marque l'ouverture officielle des travaux de la session ordinaire de l'année 2018 de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, avant de lever la séance,
je voudrais vous convier à un rafraîchissement qui sera en attendant que le Premier ministre réagisse pour qu'on fasse mieux qu'un rafraîchissement. Servi à la salle des pas perdus du palais de l'Assemblée nationale. Merci à tous. La séance est levée. Voilà, ainsi prend fin cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'année en cours 2018. Vous avez donc entendu le président de l'Assemblée nationale sur Oguium qui a invité l'ensemble des Ivoiriens à œuvrer dans le sens du pardon, de la réconciliation nationale. Vos derniers commentaires? Je m'attendais à cela. Le président est un chantre de la réconciliation nationale, un chantre de l'unité du pays, l'unité des populations. L'union fait la force. Et donc, on ne peut pas construire la Côte d'Ivoire dans le désordre, dans la désunion. Et c'est un message fort.